Bonsoir à tous. Merci d'être venus pour ce nouveau rendez-vous des mardis de l'espace des sciences pour un sujet qui nous concerne tous, plus ou moins peut-être, je ne sais pas, on verra, on en parlera dans un instant. Juste avant de commencer, si vous me le permettez, messieurs, je voudrais juste vous dire que le nouveau numéro de Science Ouest vient de sortir. Science Ouest, c'est le magazine de l'espace des sciences. C'est un mensuel qui s'intéresse à toute l'actualité de la recherche dans toute la Bretagne. C'est un mensuel passionnant et à chaque fois, il y a plein de petites informations sur les différents laboratoires, sur nos chercheurs qui travaillent ici en Bretagne. Et puis, il y a toujours un dossier à l'intérieur de ce Science Ouest. Et cette fois-ci, il est sur les légumineuses. Parce que savez-vous que cette année, messieurs, c'est l'année internationale des légumineuses. Alors, vous voyez, ça vous fait rire. C'est quand même incroyable. Et comme le dit la rédactrice en chef, Nathalie Blanc, de notre magazine Science Ouest, elle dit « l'année internationale des légumineuses ». Au départ... Oui, vous en êtes une, professeur Lobel. Excusez-moi, prenez un micro si vous parlez. L'année internationale des légumineuses, au départ, ce thème a laissé la rédaction songeuse. Et puis, au fil des appels et des rencontres, il s'est révélé passionnant. Et c'est vrai, parce qu'il y a un aspect botanique, évidemment, très important pour les légumineuses. Il y a un aspect biochimique, évidemment. Il y a beaucoup d'autres choses. Et en plus, surtout, leur transformation pour l'alimentation animale et humaine et leur commercialisation en font aussi un sujet politique. Donc, un sujet formidable que vous pouvez découvrir dans le magazine Science Ouest. Soit vous le commandez à l'espace des sciences, soit vous l'achetez à l'accueil des champs libres. Et vous pouvez même le télécharger directement sur vos smartphones, si vous êtes un peu branchés. Donc, je vous présente ce soir une grosse légume, comme il disait tout à l'heure. C'est vous, c'est votre faute, professeur Lobel. Cette conférence est organisée, comme de temps en temps nous en faisons depuis plusieurs années maintenant, en partenariat avec les Mardis de la Santé du CHU de Rennes. Et je pense que le fan club du professeur Lobel est là. Donc, merci au professeur Lobel d'être avec nous ce soir. Et merci d'être avec nous pour accueillir le professeur Somme, qui vient ici pour la première fois et que je suis très, très contente de rencontrer. Alors, on va vous présenter un petit peu. Je vous donnerai la parole tout de suite après, professeur Lobel. Alors, vous êtes gériatre, vous êtes professeur à la faculté de médecine de l'université Rennes 1 et chef du service de gériatrie au CHU de Rennes. Vous êtes aussi co-responsable du groupe recherche et politique publique dans le cadre des travaux du collège SHS, traduction Sciences humaines et sociales, de la SFGG, traduction Société française de gériatrie et de gérontologie. Voilà. Alors, je crois savoir, j'ai lu quelque part que... je me demandais plutôt, le choix de cette spécificité médicale, qui de prime abord semble plutôt difficile. Comment est-ce que vous y êtes venu ? Alors, en fait, c'est pas plus difficile qu'une autre. C'est une spécialité passionnante. Alors, en réalité, j'y suis venu un peu par hasard quand même. Je vais le dire tout à fait honnêtement. Mon premier stage d'interne, à l'époque, à l'internat, on passait un concours, mais on avait 6 mois où on ne savait pas quel était notre résultat du concours. Alors, du coup, comme on ne savait pas quel était le résultat du concours, on nous tirait une lettre de l'alphabet au sort et le choix se faisait dans le sens de l'alphabet, c'est le W qui a été tiré au sort. Donc, j'ai pas eu un choix énorme de stages, et notamment dans les stages qui restaient, il y avait la gériatrie. Donc, j'ai été en gériatrie, vous voyez, avec un certain enthousiasme. Et néanmoins, assez rapidement, ça m'a passionné. Et je crois qu'il y a eu un passage au Québec aussi qui a été déterminant un peu plus tard. Oui, enfin, j'étais déjà bien embarqué dans la voie de la gériatrie à ce moment-là. Mais oui, j'ai continué. Je dirais, le Québec, c'est plus la rencontre avec la recherche en santé publique, ce qui me passionne. C'est pour ça que je suis chercheur en sciences humaines et sociales. Et donc là, oui, c'est capital au point de vue de mon parcours de chercheur, mais la gériatrie, j'étais tombé dedans dès mon premier stage d'interne. Vous étiez tombé dans la gériatrie tout jeune. C'est quand même extraordinaire. Voilà. Parce que c'était exactement ce que je recherchais dans la médecine, c'est-à-dire à la fois la nécessité d'un travail d'équipe,
la nécessité d'un regard interdisciplinaire pour chaque personne et la nécessité d'aller au fond, à chaque décision, au fond de la décision. Voilà. Donc c'était ce qui me passionnait. Au fond, j'avais vraiment envie de faire ce métier-là. Alors j'ai lu quelque part, mais je n'ai pas vérifié auprès de vous, que vous êtes un expert de la question de la perte d'autonomie et de la vulnérabilité qu'elle entraîne. Que vous avez été très investi aussi dans le déploiement du plan national Alzheimer en 2008-2012. Alors oui, tout à fait. Ça, c'est mes recherches en santé publique. C'est pas celle que je vais le plus développer ce soir, mais effectivement, donc tout mon parcours de recherche en santé publique s'intéresse à la réponse à la perte d'autonomie. Oui. Et puis alors, vous êtes rédacteur en chef de la revue Gérontologie et Société, dont on vous a distribué là une petite présentation. Et je crois que vous y tenez beaucoup. Et vous me disiez tout à l'heure, enfin, vous me disiez tout à l'heure que c'est une revue en fait qui était un petit peu morte ou oubliée ou en sommeil, et que vous avez repris. Voilà. C'est une revue qui a cessé d'être publiée pendant quelques années du fait que l'éditeur, c'était la Fondation nationale de gérontologie, laquelle fondation a été fermée donc en 2011. Donc, en réalité, donc, il n'y avait plus de support pour la publication. Et la Caisse nationale d'assurance vieillesse a accepté deux choses qui sont absolument à mettre à son actif. D'une part, de remettre en place la publication de la revue, et d'autre part, de lui assurer une totale indépendance de ligne éditoriale et de contenu. Et donc, on est très heureux avec Aline Chamaillan, qui est l'autre rédacteur en chef, qui est sociologue, d'animer une revue qui est à la fois effectivement une revue scientifique, mais je pense aussi une revue qui est ouverte à un lectorat non scientifique, parce que c'est une revue qui cherche à faire un dialogue entre les disciplines. Alors, quand on cherche à dialoguer avec des gens qui ne sont pas de la même discipline, on est obligé d'être un peu plus explicite que quand on est entre nous. Ah oui. Alors en plus, c'est vrai que le sommaire de ce numéro, de ce nouveau numéro, donc tout neuf, qui vient de ressortir, Regard croisé sur le corps vieillissant, est passionnant. Et il y a quelques-unes des questions qui sont abordées par les personnes qui ont collaboré à cette revue, qui me semblent tout à fait passionnantes. Et pour le coup, c'est tout à fait en lien avec ce dont je vais parler ce soir. Super. Alors, professeur Lobel, je crois que vous aviez quelques petites questions à poser au professeur Somme, que vous connaissez très bien, parce que je crois que vous l'avez déjà reçu plusieurs fois, vous. Hein. Absolument. Et je voulais vous remercier aussi pour cette présentation. Je voudrais rebondir sur le titre, parce que c'est un titre quand même qui n'est pas banal. C'est « Vieillir est-il si horrible ?» Ce n'est pas des titres qu'on utilise assez fréquemment. Si vous saviez ce que le professeur Somme m'avait proposé comme autre titre, bon. Je n'ose vous le dire. Et pourtant, ce titre est intéressant parce qu'il mène à deux messages. Premièrement, vieillir est inéluctable. Mais je dirais en tant que médecin que vieillir, ce n'est pas une maladie. C'est se sentir vieillir qui me paraît beaucoup plus embêtant. Et il y avait cette fameuse formule qu'on a beaucoup développée il y a une vingtaine d'années qui disait donner de la vie aux années et donner des années à la vie. Cette formule, elle n'est plus justifiée aujourd'hui parce qu'on sait que quand on a 70 ans, on a encore au moins 20 ans d'espérance de vie en moyenne. Ce qui veut dire qu'on est obligé d'apprendre à durer. Et ça, c'est quelque chose que tu vas nous expliquer. Alors, le deuxième élément, le deuxième message, c'est vieillir, est-ce si horrible? Alors évidemment, ça fait un peu frémir. Et est-ce que c'est vraiment vieillir un naufrage annoncé? C'est le général de Gaulle qui avait dit ça, non? Bah oui, oui. La mort est un naufrage. La vieillesse est un naufrage. Alors, ce qui est sûr, c'est que le corps humain est fait de cellules. Et on en a une quantité astronomique, puisque on en a 20 à 60 000 milliards de cellules qui nous constituent. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est que ces cellules, heureusement, se renouvellent en permanence à raison, et il en meurt chaque seconde 2 à 4 000 sur chacun d'entre nous. Et c'est bien parce que, par exemple, pour la peau, ça lui permet de se régénérer en permanence. Mais bien entendu, cette fabrication de nouvelles cellules doit être contrôlée par le système immunitaire.
Et c'est peut-être ça qui est le message dans Si horrible, c'est que le vieillissement est obligatoire parce que, à force de se renouveler, les cellules perdent la capacité et font de plus en plus de bêtises. Et nous avons ce système immunitaire que nous devons en permanence protéger par une bonne alimentation, le sport et le repos. Et c'est comme ça qu'on pourra espérer probablement mieux vieillir. Mais j'ai quelques questions à te poser. Première question, c'est quand devient-on vieux? Mais je crois que toute la conférence va donner une réponse, non, à cette question. Ah oui, il va te donner les réponses au fur et à Plutôt, mesure. je n'y répondrai pas, mais c'est pas grave. Et peut-on retarder le vieillissement? Et si oui, comment? Et quand tu dis vieillir, est-ce si horrible? Est-ce que réellement tu pourras nous développer les points très positifs du fait de vieillir? Oui. Alors, il l'a dit, hein. Alors maintenant, je te demanderai aussi, est-ce que tu peux parler de comment maintenir sa forme intellectuelle, sa mémoire? Est-ce qu'il y a des innovations? Tu vas parler là, de ces choses. Et puis, pourquoi pas, hein, je suis urologue, quelle sexualité après 70 ans? Tiens, on va demander des témoignages peut-être aussi. Oui, à peu près tout ça sera abordé. Peut-être pas exactement en termes de réponse, mais à peu près tous ces thèmes seront abordés dans ma conférence. Formidable. Allez, professeur Lebel, nous on descend, on vous laisse prendre place devant votre pupitre de conférencier, professeur Somme, et puis tout de suite après, on reviendra ici et bien sûr on vous donnera la parole pour toutes les questions que vous aurez à poser. Je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. À tout de suite. Bien. Donc c'est à moi. Alors, vieillir, est-ce si horrible? Donc je ne me représente pas, j'ai déjà été présenté. Et donc on va gagner du temps. Voilà, on va peut-être passer aux questions, puisque la réponse est donnée. Alors comme on m'a demandé de faire une conférence et pas seulement de répondre à une question, je vais poursuivre. Mais vous aviez bien sûr compris dans mon titre que la réponse était comprise dedans. Mais alors du coup, Monsieur Lebel est venu avec ses propres attentes, mais vous avez certainement chacun des attentes par rapport à cette conférence. Alors des conseils pour rester jeune, ça n'aurait pas grand-chose. Hein. Des conseils pour rester en santé, il y a peut-être des petites pistes quand même. Quoi faire, quoi éviter, pas tellement. Des informations sur les maladies, la perte d'autonomie qui surviennent avec l'âge, non, pas tant que ça, un petit peu, mais... Une explication à ce titre étrange, oui, c'est ça que je vais faire en fait. En réalité, je vais m'attarder beaucoup à essayer de vous entraîner au fond de ma question. Au fond de cette question, vieillir, est-ce si horrible? Alors, pourquoi c'est important? C'est important parce qu'il est absolument nécessaire aujourd'hui de penser le vieillissement autrement. Et c'est extrêmement, profondément ancré en nous, dans plein d'expressions. Vieillir est le mal. Vieillir, c'est le mal absolu. C'est ce que l'on veut absolument combattre. C'est tellement ancré qu'on n'y fait même pas attention, mais c'est tout le temps, quotidiennement, seriné à la radio, à la télé, partout, dans nos discours. Cherchez-le, vous avez dit cela au moins une fois aujourd'hui. En réalité, on n'arrête pas d'associer le vieillissement avec le mauvais, ce qu'il faut éviter. Or, si on pense que vieillir est horrible, on fera l'équation que tout ce qui y se produit dans le vieillissement est à combattre. Et ça va influencer tout ce qu'on va pouvoir dire dessus. Et donc, il est important que quelques personnes, un peu hurluberlues comme moi, vous entraînent dans une autre voie, dans une autre façon d'envisager les choses. Parce que c'est absolument essentiel en réalité pour pouvoir continuer la course vers le savoir. Pour le moment, tout ce qu'on vous a dit, tout ce qu'on vous serine,
la recherche médicale, les résultats qui sont présentés, la façon dont on parle en société du vieillissement, tout ça, c'est principalement déterminé par le fait que vieillir est horrible. Alors, je vais vous dire tout de suite un des autres titres pour détendre. C'était « Touche pas à mon vieux ». Voilà. L'idée d'aller jusqu'au bout de la démarche volontariste. Alors, je vais parler un petit peu quand même de biologie, mais pas beaucoup, rassurez-vous, ça ne va pas durer longtemps. Le vieillissement biologique et physiologique, on va prendre l'exemple du cœur. Alors, vous savez, le cœur, il doit faire face à plein de choses avec le vieillissement. Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais les artères se rigidifient un petit peu, ça devient plus difficile d'envoyer le sang à l'intérieur de ces artères, et le cœur, la paroi du cœur elle-même, s'adapte à ça. Et à l'intérieur de la paroi apparaît une nouvelle protéine qui n'existe pas avant, et cette protéine-là fait que le cœur se contracte plus longtemps, et du coup permet l'évacuation du sang nécessaire au bon fonctionnement de l'ensemble de l'organisme. Et c'est ce que vous voyez sur cette diapositive qui ne date pas d'hier. C'est une étude qui date des années 70, mais qui montre qu'au repos, reste, ça veut dire le repos, la fonction cardiaque n'est pas une fonction de l'âge. Vous voyez bien que tous ces points-là, vous n'arrivez pas à dessiner une droite. C'est que des gens qui... Il n'y a pas de déclin de la fonction cardiaque avec l'âge au repos. Et ça, c'est lié à cette protéine qui apparaît et qui fait que le cœur s'adapte à la rigidité des artères. Par contre, ça a un coût. C'est que, à l'effort maximal, on voit une diminution de la capacité du cœur à faire face. D'accord ? Donc, au repos, tout se passe bien, et quand on stresse les choses, alors apparaît la conséquence de l'adaptation. Mais il y a eu avant une adaptation. Et c'est le mot-clé que je voudrais qu'on retienne de cette démonstration, c'est de savoir si ce qui est observé chez un sujet âgé, exempt de maladie, je ne parle pas là de pathologie, je parle juste de l'âge, est-ce que c'est la conséquence de quelque chose qui serait vu, le professeur Lebel en a parlé, comme quelque chose à combattre, une maladie, la sénescence, ou au contraire le fruit d'un vieillissement adaptatif, auquel cas il y aurait lieu de travailler à une meilleure adaptation, à une adaptation optimale, à une adaptation la plus réussie possible. Et donc peut-être pas tant que ça à le combattre, mais à vivre avec, à l'adapter. Et c'est l'histoire récente des variations hormonales. Vous avez tous eu en tête cette affaire-là, on regarde les hormones baissent avec l'âge. Alors comme l'âge, c'est fondamentalement mauvais, avoir les hormones qui baissent, ça doit être mauvais. Donc on donne des pilules avec des hormones à tout le monde, et moyennant quoi, ces pilules ont entraîné des cancers, des crises cardiaques, des détériorations cognitives, etc. Donc ce qui est visible dans le vieillissement, c'est le fruit d'une adaptation très complexe. Et répondre à cette adaptation très complexe juste avec une espèce de côté mécanique, c'est mal, donc je le combats, c'est une erreur. En plus, la ménopause a quelque chose de particulier, parce que chez les primates, l'humain est un des rares primates à avoir une telle phase de vie post-reproductive. Mais sur le plan de l'évolution, ça peut se comprendre. Vous savez, la théorie de l'évolution, c'est la théorie de Darwin, c'est une théorie très très fondatrice du savoir aujourd'hui, c'est quand même important. Eh bien, l'hypothèse, c'est que les individus post-reproductifs chez l'humain pourraient permettre de pallier à la fragilité du petit homme. Le petit de l'homme est très fragile. C'est parmi les primates un des plus fragiles. Et il a besoin de cette colonie, de ce support que peut lui apporter l'individu post-reproductif. Et l'avantage aurait fini par sélectionner ces mécanismes et à faire en sorte qu'on puisse constater cette durée de la ménopause. Donc en réalité,
vous voyez qu'il y a confrontation de deux écoles de pensée, et vous allez bien sûr pouvoir me classer dans l'une. Les détenants d'une hypothèse de déterminisme génétique du processus du vieillissement, qui mettent en avant l'idée de la ralentir, d'abolir, cure, guérir le vieillissement. Et ça donne un courant qui s'appelle l'anti-aging medicine. Et il y a un journal qui s'appelle Anti-Aging Medicine. Et les tenants d'une hypothèse non déterminée du vieillissement qui mettent en avant la possibilité de jouer sur les facteurs qui entourent ce phénomène pour jouer sur sa plasticité. Et là, c'est l'idée de faire avec, de soigner, care. Le vieillissement est vu, selon moi, comme étant inéluctable, mais pas uniquement mauvais. Alors, vous avez peut-être entendu parler de transhumanisme, ou pas, mais peu importe, vous avez entendu les mots qui sortent du transhumanisme, même si vous n'avez pas entendu ce mot étrange. La peur de vieillir ne date pas d'hier. Buffon, en 1749, fait cette citation. « La panacée, quelle qu'en fût la composition, et les autres moyens qui ont été proposés pour rajeunir ou immortaliser le corps, sont au moins aussi chimériques que la fontaine de jouvence est fabuleuse. » En réalité, tout cela tient du même mécanisme, la peur. La peur de vieillir vient du fait que l'on pense que vieillir est horrible. Alors ces personnes qui sont aujourd'hui très bien situées dans l'échelle scientifique et à qui on donne régulièrement souvent le micro, pensent que l'intelligence humaine est en réalité une limite à la longévité. L'idée sous-jacente, c'est une idée assez mécanistique du corps humain, c'est l'idée de se dire moi j'ai une voiture, je l'emmène régulièrement chez le réparateur, et puis comme ça, elle dure plus longtemps. Donc je vais emmener mon corps humain chez le réparateur, et comme ça, il va durer plus longtemps. Voyez. En réalité, c'est complètement faux, parce que le corps humain a déjà en soi des capacités d'auto-réparation que n'a pas la voiture. Le corps humain était effectivement une machine super compliquée, et donc, pour eux, il s'agit surtout d'avoir un super mécanicien avec une super carte pour la réparer. Et donc, on va avoir ce super mécanicien bientôt, parce que l'intelligence artificielle va bientôt dépasser l'intelligence humaine, ce que ces personnes-là appellent le point de singularité. Et les choses vont donc s'accélérer à ce moment-là très vite. Donc, on a une prédiction en 3 phases, que vous avez peut-être déjà entendu parler. On est déjà dans la première phase, 2010-2025, vous voyez que ça arrive vite, hein. Améliorer la santé, le temps d'attente de la seconde révolution. En 2025, on va avoir une révolution biotechnologique, paraît-il, qui va nous permettre d'accélérer encore les choses de façon énorme. Et en 2030-2035, on aura un début de l'ère de l'intelligence artificielle, des nanotechnologies, qui nous permettront de reconstruire notre corps et nos cerveaux au niveau moléculaire. C'est-à-dire qu'on sera capable d'aller à l'intérieur des cellules, remplacer les molécules qui déconnent, tout ça, manipuler notre ADN comme il faut, faire en sorte que tout se passe bien. Et vous avez peut-être déjà entendu cette expression, le premier homme qui vivra 1000 ans est déjà âgé de 50 ans. En réalité, les faits, c'est que la seule personne qui a dépassé 120 ans dont on a pu valider la date de naissance est Jeanne Calment. Elle est morte à 122 ans passés en 1997, il y a presque 20 ans. Et le premier homme décédé à 110 ans de façon validée, c'est-à-dire dont on connaisse la date de naissance, est mort en 1932 au Royaume-Uni. Et si on accepte bien sûr Jeanne Calment, toutes les personnes qui, depuis lors, ont dépassé l'âge de 110 ans meurent à peu près vers l'âge de 115 ans. Donc il semble y avoir une limite à la longévité humaine aux alentours de 120 ans. D'ailleurs, les prédictions passées de ce courant-là sont intéressantes aussi à regarder. En 1994, Ronald Cladds, qui dirige l'Anti-Aging Medicine, écrit dans le Chicago Tribune, « Dans les 30 ans qui viennent, je m'attends à voir des durées de vie de 120, 130 ans chez des gens qui seront complètement intacts. » Donc on est 20 ans plus tard, pas 30. Les 120 ou 130 ans vers 2025 ont aujourd'hui entre 110 et 120 ans. Qu'en est-il? Oui, il existe des personnes de plus de 110 ans. Donc il y aura possiblement des gens de 120 ans en 2025. Il y a moins de 10 personnes dans le monde entier qui ont 115 ans. Ils n'ont pas beaucoup de chances de tous en vie en 2025, donc on ne va pas dire qu'il y en aura tant que ça. Et il n'y a pas de personne qui ait 120 ans actuellement, donc il n'y aura pas de gens qui auront 130 ans en 2025.
donc ça c'est sûr. Et autant dire que ces personnes ne sont pas totalement intactes. Donc il semble douteux qu'elles le redeviennent d'ici 2025. Si on remonte encore un peu dans le temps, en 1984, le Figaro Magazine écrivait « En l'an 2000, nous vivrons jusqu'à 130 ans ». Donc, que retenir de tout ça? Les prédictions fantaisistes de brillants scientifiques, car il s'agit de brillants scientifiques, ne nous trompons pas. Il s'agit de brillants scientifiques, de gens qui ont des diplômes extrêmement sérieux. Mais les prédictions fantaisistes, même dites par de brillants scientifiques, restent des prédictions fantaisistes. Les prédictions en question, les délires d'ailleurs sur le vieillissement en général, dont le moteur en réalité est la peur, le vieillissement vu comme étant horrible, sont anciens. Vous l'avez vu, Buffon en 1749. Et les faits, eux, résistent aux prédictions. Alors peut-être j'ai tort, hein, peut-être qu'en 2025, l'intelligence artificielle et les nanotechnologies viendront tout bouleverser. Mais je dirais les théories fondatrices du savoir, y compris celle de l'évolution, ce qui est une des théories les plus importantes de notre connaissance, pour le moment nous amène à penser que cela est peu probable. La science n'a en réalité aucun argument valide en faveur de ces théories, et l'être humain semble avoir effectivement une longévité maximale autour de 120 ans. Alors, est-ce pour autant une mauvaise nouvelle? Est-ce que la fin de la vie est une mauvaise nouvelle? Est-ce que le fait que nous ayons à mourir un jour est fatalement une mauvaise nouvelle? Pas nécessairement, et notamment si vous parlez à des personnes très âgées, ce que je fais à peu près tous les jours, vous aurez des réponses assez variées à cette question. Bon, là, vous vous endormez un peu, alors je vais vous faire un petit peu réfléchir. Donc, vous allez faire un test. Donc là, on va partir sur l'idée que vous allez essayer de trouver dans votre tête, chacun pour vous, vous n'avez pas le droit de copier sur le voisin, la réponse aux questions suivantes. Selon vous, quel est le pourcentage de personnes de plus de 60 ans dans la population française? Bon, il y a un pourcentage, fatalement, donc vous devez avoir en tête ce pourcentage. Vous avez une représentation mentale de ce pourcentage, gardez-le en tête. Quelle est l'espérance de vie médiane des femmes de 95 ans? C'est-à-dire, si on prend des femmes de 95 ans, au bout de combien de temps 50% d'entre elles seront mortes? Voilà, il y a un certain nombre de jours, de mois, d'années qui sont en cause. Quel pourcentage d'hommes en France de 100 ans vivent en domicile individuel, personnel ou familial, c'est-à-dire en dehors de maisons de retraite ou de foyers logement? Des hommes. Quel pourcentage, les hommes français, quel pourcentage de personnes de plus de 80 ans sont en dépendance sévère? Alors vous allez me dire forcément, ça dépend de ce qu'on appelle une dépendance sévère, au titre du ministère des Affaires sociales, c'est-à-dire celui qui est chargé de payer pour ça. Quel pourcentage de personnes de plus de 75 ans se sentent isolées? Et le vieillissement est-il une menace sur les finances de notre système de santé? Alors ça, c'est plus oui-non, mais alors voilà. Alors, les réponses. C'est 17,1% de personnes de plus de 60 ans dans la population française. Alors, je vais essayer de savoir qui avait dit moins. Ah, apparemment, personne ne lève le doigt. Vous voyez? Alors, habituellement, on a cette représentation qu'il y a plein de vieux dans la population française. Et voilà. Et vous voyez, c'est faux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. 17%, c'est pas rien. Et c'est beaucoup plus qu'avant. Je ne dis pas qu'il n'y a personne, mais c'est 17%. La réalité, c'est ça. Et vous voyez qu'il y a une déformation de la réalité. Alors, si on prend des femmes de 95 ans, c'est le diagramme du dessus, les hommes sont en dessous, et qu'on les suit un certain nombre de temps, il faut 4 ans et demi pour que la moitié d'entre elles soient décédées. 4 ans et demi. Qui avait dit plus que ça?
Alors, il y a quelques-uns quand même, mais vous voyez que globalement, c'était plutôt moins. Alors, la dépendance sévère, 2,5% des plus de 80 ans sont en dépendance sévère, selon les chiffres du ministère des Affaires sociales chargé de tout ça. Qui avait dit moins que ça? Quelques-uns quand même, mais vous voyez que globalement, vous aviez tendance à penser que c'était plus. Alors pour les hommes, ça c'est la partie ici de ce... C'est 2,5 hein, pour la dépendance. 2,5% hein, pour la dépendance, ici. Hein. Voilà. 59 sont totalement autonomes. 59% sont totalement autonomes. C'est une autre façon de voir la figure. Pour les hommes, pour les centenaires. Alors, si on a des centenaires, hommes, eh bien, 50% d'entre eux vivent en domicile individuel, personnel ou familial. Seuls 50% d'entre eux sont dans un domicile collectif, foyer logement ou maison de retraite. Non, il n'y en a pas que 2. Des hommes de plus de 100 ans, il y en a beaucoup. On en compte 20 000 aujourd'hui, hein, des centenaires. Alors, il n'y a pas que des hommes, mais c'est à peu près trois quarts de femmes. Et vous voyez que ça fait quand même un chiffre qui n'est pas négligeable. Les femmes, c'est moins qui vivent en domicile personnel, individuel et familial. Ceci est lié au fait que, en réalité, on a à peu près autant de personnes qui vivent seules, chez les femmes et chez les hommes, mais par contre, on perd les couples, car quand une femme atteint 100 ans, assez souvent, son conjoint est décédé. D'une part parce que les couples avaient l'habitude de se marier avec une différence d'âge en défaveur du conjoint, et d'autre part du fait de l'espérance de vie des hommes qui est inférieure à celle des femmes. Mais vous voyez que globalement, même si on prend le chiffre des femmes, c'est-à-dire 29% en domicile personnel ou familial, on est habituellement très au-dessus de ce que les gens nous disent. Alors pour ce qui est des isolés, 27% des personnes de plus de 75 ans s'estiment isolées. Autrement dit, 73% des personnes de plus de 75 ans ne pensent pas être isolées. C'est 9% dans la population générale, donc c'est plus chez les personnes de 75 ans et plus, donc c'est préoccupant. C'est le prochain numéro de Gérontologie et Société, d'ailleurs, au passage. Mais néanmoins, c'est souvent moins que ce que les personnes pensent. Et entre 2 vagues séparées de 7 ans, la plupart des personnes, effectivement, rapportent la perte d'un proche. Le proche, c'est défini dans cette étude comme celui à qui on fait confiance, le confidant, mais rapportent aussi l'addition de nouveaux proches. Et en réalité, la croissance des réseaux est plus fréquente que son érosion. C'est totalement contre-intuitif. Mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne voit pas ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on est tellement poussé à voir que les choses négatives de la vie qu'on ne voit même pas lorsque le réseau s'accroît. Alors, certes, les liens nouveaux sont un peu plus légers, sont moins forts que ceux qui disparaissent. Alors, le coût. On vous a seriné l'affaire du coût. On coûte trop cher. Ça coûte cher de vieillir. On n'a pas les moyens de ça. En réalité, c'est complètement faux. Entre 1992 et 2000, les coûts de santé ont augmenté de 50%. Plus de 50%. C'est énorme. C'est énorme. 15% de notre PIB pour la santé à peu près. C'est énorme. Mais dans cette augmentation, 58% sont liés aux nouvelles pratiques. Nouvelles technologies, nouveaux traitements, nouvelles façons de faire des choses, nouveaux patients à qui on ne faisait rien avant et à qui on fait quelque chose aujourd'hui, etc., etc. Seulement 3% sont liés au vieillissement, soit plus 0,38 par an,
alors que la croissance du PIB sur la même période, 92-2000, malheureusement nous ne sommes plus dans cette période, était de 3% par an. Voilà. Donc, en réalité, on a les moyens de notre vieillissement, parce que personne ne met en cause les progrès technologiques. On a envie d'avoir cette médecine moderne, technologique, qui soigne des choses qui ne pouvaient pas soigner avant. Ça coûte très cher, et personne ne le remet en cause. Du coup, vous voyez que c'est peanuts, le vieillissement, par rapport à ça. Donc, ce que je voudrais que vous reteniez à ce niveau-là de mon discours, c'est qu'on a une image faussée du vieillissement, des enjeux sociétaux qui lui sont liés. On a une surévaluation des aspects négatifs. Vous avez en gros l'idée de base que les vieux sont envahissants, mourants, coûtent cher, isolés et globalement dépendants, voire en maison de retraite. Vous voyez ? Tout ça, c'est un conditionnement de nos représentations. Ça vaut aussi pour d'autres choses, le coût de la retraite, la dépression, etc. Je n'ai pas voulu rentrer dans le détail. Nous avons les moyens de notre longévité. La longévité est un fruit de ce qui s'est passé précédemment. Nous avons aujourd'hui les moyens de l'assurer dans de bonnes conditions. Et c'est juste un choix politique et ce n'est pas un problème économique. Alors, qu'est-ce qui est sous-jacent à ça ? C'est l'agisme. Vous savez, là, tout à l'heure, en prenant le métro, je regardais le journal et il y avait sur le monde.fr un article sur le sexisme, parce qu'il y a eu un truc avec dans un concours de médecine, une question totalement sexiste qui a été posée. Immédiatement, Marisol Touraine a dit « c'est inacceptable ». D'accord ? Eh ben, elle a du boulot. Hein. Si elle veut dire que c'est inacceptable à chaque fois qu'on dit des choses agistes, va falloir qu'elle fasse chauffer Twitter. Hein. Parce que globalement, c'est quasi quotidien. Alors, vous entendez déjà la radio le matin, France Info. Vous mettez la radio, France Info. Teva, le laboratoire qui vous permet de ne pas oublier les médicaments quand vous êtes vieux. Pourquoi, quand on est vieux, d'un coup, oublie-t-on ces médicaments ? Pourquoi, quand on est vieux ? Non, quand on est malade, oui. Quand on a des troubles de mémoire, oui. Et bien sûr, il faut diagnostiquer les troubles de mémoire. Bien sûr, il faut aider les personnes qui ont des troubles de mémoire. Mais il y a des gens jeunes qui ont des troubles de mémoire. Je soigne des personnes qui ont des troubles de mémoire et qui ont 40 ou 50 ans. Ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est une maladie. Donc il n'y a rien là-dedans qui doive être égal à l'âge. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un stéréotype ? C'est une association, en partie consciente et en partie inconsciente, d'un concept avec les caractéristiques d'une personne. Par exemple, les femmes sont moins douées en maths que les hommes. Ou encore, les noirs sont plus forts en basket. Ce sont des stéréotypes. C'est généralement d'autant plus efficace que ce n'est pas des blagues. C'est pour ça que je n'ai pas mis des trucs sur les blondes, etc. Parce que quand ça devient une blague, généralement, les gens résistent bien. Alors que quand ce n'est pas une blague, les gens résistent moins bien. Ils baissent leur garde. Alors un stéréotype, ça s'analyse toujours dans un contexte particulier. Là, vous allez avoir une expérience de psychologie sociale. Alors on sait que les personnes qui se prêtent à l'expérience savent qu'elles se prêtent à une expérience de psychologie sociale, mais elles ne savent pas de quel type d'expérience il s'agit. Ce sont des jeunes hommes blancs, étudiants du nord des États-Unis d'Amérique. Et ils viennent dans un laboratoire et on leur dit « Regardez dans la boîte noire, là, il va y avoir un flash lumineux, c'est un test d'attention pour savoir si vous êtes capable de savoir s'il est au-dessus ou en dessous de la ligne d'horizon. » Et dans le flash lumineux, on fait passer un visage qui est soit un visage blanc, soit un visage noir. Si c'est un visage, en réalité, c'est exactement le même visage, parce que c'est juste les traits, juste les couleurs qui sont inversées. Et c'est en dessous du seuil de perception, c'est-à-dire que les gens ont juste vu un flash, mais ils sont incapables de dire qu'il y avait quelque chose dans le flash lumineux. Et après, on leur fait passer un film dont la première image est celle-ci et la dernière image est celle-là. Habituellement, ici, personne ne remarque qu'il y a un flingue de cachet. Ici, on commence à le voir et ici, on le voit très bien, généralement.
Les personnes qui ont été exposées à un visage noir reconnaissent le flingue 10 images plus tôt que les gens qui ont été exposés à un visage blanc. Et ça ne marche pas avec une casserole. La casserole est reconnue pareil. La casserole n'est pas dangereuse. Le flingue est dangereux. Ce qui a été activé par ce flash lumineux inférieur au seuil de perception, c'est le noir est dangereux. Je me protège donc mieux du danger. Je suis capable de le reconnaître 10 images plus tôt. Ça va 800 000 fois plus vite dans votre cerveau que tout ce qui est explicite. C'est dans le circuit par défaut, c'est-à-dire un circuit qui est activé même quand vous dormez. C'est là en permanence. C'est ça un stéréotype. Alors, le stéréotype sur le vieillissement, par exemple, vous avez ce type d'écran et au milieu va apparaître un visage qui est soit vieux, soit jeune. Alors, habituellement, on est capable de reconnaître un visage vieux ou un visage jeune. Et puis après, vous allez avoir un mot. C'est soit un mot bon, soit un mot mauvais. Alors, vous savez habituellement reconnaître un mot bon d'un mot mauvais. D'accord ? Puis après, on vous demande de taper d'un côté ou de l'autre de votre clavier, selon que le mot est selon ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Et ce qu'il va y avoir à l'intérieur, c'est soit un visage, soit un mot. Et vous ne le savez pas à l'avance. Donc, vous voyez, c'est déjà plus dur. Quand les mots mauvais et les visages vieux sont du même côté, on fait moins d'erreurs que quand ils sont du côté opposé. D'accord ? Ça aussi, ça va 800 000 fois plus vite que tout ce qui est explicite. Et c'est 90% de la population qui est comme ça. Donc, toute la population est activée avec le stéréotype « vieillir est horrible ». Et ça a une influence. Parce que bien sûr, il y a une échelle dans les stéréotypes. Il y a des gens qui pensent que vieillir est très, très horrible, d'autres qui pensent que vieillir est un peu horrible. D'accord ? Voire d'autres qui disent « c'est pas tellement horrible ». D'accord ? Il y a une échelle. Et alors, ceux qui pensent que c'est très, très horrible, eh ben, ils ont une moins bonne santé que les autres. C'est-à-dire que quand on les prend au moment où ils ont une crise cardiaque et qu'on les suit dans le temps, bah, ceux qui ont une vision négative du vieillissement, ils auront plus d'effets sur l'hypertension artérielle, moins de stratégies de prévention et en réalité une moins bonne santé. C'est aussi valable sur la mémoire. Ceux qu'on prend à un moment donné, à qui on fait un test de mémoire, et en même temps, on leur demande quelles sont leurs opinions sur le vieillissement. Ceux qui ont des opinions négatives sur le vieillissement vont avoir une perte de mémoire plus importante que ceux qui n'ont pas une vision trop négative sur le vieillissement. C'est encore plus sérieux que ça. Ça va même jusqu'à la biologie, puisqu'on est capable de montrer que les lésions de la maladie d'Alzheimer, pas des trucs psychologiques, là, les lésions de la maladie d'Alzheimer, l'atrophie, les plaques séniles, sont plus fréquentes chez les gens qui ont des stéréotypes négatifs plus forts. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ça stresse le cerveau, et que cette théorie du stress du cerveau provoque des pathologies, provoque plus d'atrophie. Donc il y a lieu de se méfier de comment on parle du vieillissement. Parce que si on renforce les stéréotypes, en fait, on crée de la maladie. On peut créer des malades aujourd'hui. Je peux créer des sourds, je peux créer des déments, des dépendants. Comment je fais ? Je m'appuie sur ces stéréotypes solides. Vieillir est horrible, les personnes âgées, comme on l'a dit, sont envahissantes, mourantes, peu performantes en général, mais surtout sur le plan cognitif, non compétentes avec les nouvelles technologies, sourdes, déprimées, isolées ou en maison de retraite, malades ou fragiles. Et en réalité, il y a une étude qui montre que parmi tous les stéréotypes qui existent, les stéréotypes liés à l'âge sont les stéréotypes les plus pourvoyeurs de discrimination. C'est-à-dire qu'il y a plus de discrimination liée à l'âge que de discrimination liée à l'orientation sexuelle, liée à la race.
Sauf que cette discrimination-là est très socialement acceptée, y compris par les victimes, qui généralement considèrent d'elles-mêmes que finalement, c'est pas si mal d'être mis de côté. Donc, en réalité, il y a peu de personnes pour combattre. Alors, j'ai avancé, donc je suis en avance sur mon diaporama. Je vais devoir le rattraper. J'ai une diapositive suivante que j'ai mis avant. Peu importe. Je vais vous parler maintenant de la menace du stéréotype. Comment je fais pour créer de la pathologie? Si je prends les femmes en première année de maths à Harvard, tout un amphithéâtre plutôt, les hommes et les femmes, je les prends tous là, vous êtes à peu près 400 là, on en met 200 dans une salle et 200 dans une autre salle. Et dans la première salle, on dit, vous êtes en première année de maths, vous êtes des forts en maths, on va vous faire un test de maths. Et dans la deuxième salle, on dit, vous êtes des forts en maths, vous êtes en première année de maths, on va vous faire un test de maths, sachant que je saurais différencier les hommes des femmes sur leurs résultats. Je ne dis même pas dans quel sens. Dans ce groupe-là, les femmes performent moins bien que les hommes. Et pas dans l'autre. Dans celui-là, les femmes performent moins bien que les hommes. Si j'oublie que j'ai dit ça, je publie dans une revue scientifique, à grande publication, les femmes performent moins bien que les hommes en mathématiques. Je l'ai prouvé et je le démontre avec un test statistique. Comprenez que la manière dont on parle a une influence énorme sur ce que l'on trouve, sur la connaissance, sur la façon dont on produit la science. Alors pour qu'un stéréotype fonctionne, il faut quatre conditions. Il faut que les gens appartiennent au groupe, là en l'occurrence il faut que ce soit des femmes, il faut qu'il y ait un test, là on est un test de maths, il faut qu'il y ait un investissement dans le secteur en question. Par exemple, c'est les premières années de maths, les premières années de littérature, on ne les différencie pas sur un test de maths, par exemple. Parce que les femmes, elles s'en fichent complètement d'être nulles en maths, en littérature. Donc, en réalité, du coup, ça ne marche plus. Et il faut un domaine pertinent pour le contexte. C'est-à-dire qu'il y ait effectivement un stéréotype. Alors, je rattrape ma diapositive, celle-là, je vous l'ai déjà dit. L'effet immédiat des stéréotypes, c'est quoi ? Si on prend des hommes, des sujets de 59 à 89 ans et qu'on les met au même test de mémoire, mais que dans un premier groupe, on dit le sujet de l'étude est de voir comment ces gens se différencient les uns des autres, et que dans l'autre groupe, on dit il est largement reconnu que les fonctions intellectuelles déclinent avec l'âge, stéréotype. L'objectif est de vérifier si cela est vrai en comparant les performances de sujets jeunes et vieux. Eh bien, dans le deuxième groupe, les scores sont moins bons, le temps est plus long, le niveau d'anxiété est plus élevé. Vous voyez comment c'est facile, en début de consultation, vous êtes vieux, c'est normal, vous perdez la mémoire. Ben non, c'est pas normal de perdre la mémoire. C'est pas normal. Il faut s'occuper de ça, c'est pas normal. Mais il n'y a rien qui soit lié à l'âge. Alors, c'est le plus fabuleux des exercices là-dedans, c'est celui que je viens vous présenter, je l'adore celui-là. C'est comment je fais un sourd. Alors, je vais vous montrer comment on fait un sourd. Alors, on met deux personnes à nouveau dans un laboratoire de psychologie sociale. À nouveau, les deux personnes savent qu'elles sont dans un laboratoire de psychologie sociale. À nouveau, les deux ne savent pas quel est l'objet du test. On a pris un jeune et un vieux, mais on sait pas, les deux personnes ne savent pas qu'elles ont été sélectionnées pour ça. La personne âgée, on l'a sélectionnée parce que sa voix fait qu'on se trompe régulièrement sur son âge. Elle ne sait pas que c'est pour ça qu'on l'a sélectionnée, mais on fait écouter sa voix à beaucoup de gens, et les gens se trompent régulièrement sur l'âge qu'on lui donne. Et puis, on leur donne à chacun un script. Puis, dans le script, il y a un truc à vendre. Ça, c'est le jeune qui a quelque chose à vendre. Et puis, il y a un truc, il y a les besoins. Ce dont j'ai besoin. Ça, c'est la personne âgée qui a cette partie du script. Et on leur dit, vous allez simuler une transaction commerciale par téléphone. Non, par visioconférence. Mais on simule une panne de l'aspect visio. Donc, il n'y a que le son. On dit, tant pis, il faut y aller, faites-le quand même. Voilà. Et pendant 5 minutes, on enregistre ce qui se passe. Et puis, au bout de 5 minutes, on simule un rétablissement de l'image. Et
dans les 5 minutes qui suivent, on enregistre ce qui se passe. Eh bien, dans ces 5 minutes-là, le jeune se met à parler plus fort, à parler plus lentement et à utiliser un vocabulaire plus simple. Il ne s'est rien passé. Juste l'image. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est que la personne âgée, elle se met à chercher ses mots, à hésiter, à faire répéter. Si vous parlez petit vieux aux petits vieux, ils vous parleront petit vieux. Donc, voilà, il faut bien sûr s'adapter au handicap sensoriel. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de handicap sensoriel avec l'âge. Mais bien sûr qu'il faut s'adapter au handicap sensoriel, mais s'il existe, si on est dans cette stratégie-là de s'adapter à la personne, alors c'est toujours positif. Par contre, si on est dans le stéréotype, on crée du handicap. Et en plus, les représentations, pour reprendre le challenge que m'a dit M. Lebel, je n'ai qu'une seule diapositive là-dessus, tant pis, de montrer des représentations positives du vieillissement. Mais oui, bien sûr, il y en a des représentations positives. Elles ont toujours existé. Elles sont souvent un peu cachées, un peu masquées. La sagesse, l'expérience, la transmission, les valeurs. Vous savez, j'aime bien raconter cette histoire. Quand les footballeurs français se mettent dans une... Je suis assez nul au football, mais ils se mettaient à perdre au début d'une Coupe du Monde, là. Et tout le monde disait « Oh là là, c'est l'équipe la plus vieille, etc. » Donc c'est pour ça. Puis ils se sont mis à gagner. Et puis gagner pas mal, et puis ils ont dit mais je suis en demi-finale, je suis pas très sûr. Et pendant la phase où ils se mettaient à gagner, on a dit c'est l'expérience qui montre. Comme s'il y avait une autre façon de gagner de l'expérience qu'en passant du temps sur Terre. Il n'y a pas d'autre façon. Bien sûr que l'expérience, ça s'acquiert avec le temps, donc fatalement avec le vieillissement. Donc le vieillissement n'est pas uniquement négatif. Et cette transmission de l'expérience est quelque chose d'absolument essentiel, d'une valeur qui ne peut être estimée et qui ne pourra jamais être remplacée par d'autres façons de le faire. Vous voyez bien que l'expérience, ça ne passe pas dans les fils, ça ne passe pas dans une tablette, ça ne passe pas dans un Internet, ça passe par le contact. Donc, ces valeurs, cette transmission, cette expérience ont toujours existé avec le vieillissement. Aujourd'hui, ce sont plutôt les visions négatives, maladie, déclin, folie, fardeau, qui semblent dominer. Nous sommes dans une société agiste. Il faut faire attention à ce qui est soi-disant protecteur. Notamment, par exemple, on va faire de l'intergénérationnel, on va faire rencontrer aux vieux des petits jeunes. Parce que les pauvres vieux, vous voyez, ils ne voient plus de petits jeunes. Alors il faut leur montrer des petits jeunes. C'est débile. On fait du mal aux petits jeunes et on fait du mal aux petits vieux en faisant ça. On renforce les stéréotypes des deux côtés. Si on fait de l'intergénérationnel, c'est parce qu'on pense que fondamentalement les jeunes ont besoin de rencontrer des personnes âgées. Parce que pour elles et pour les jeunes, c'est important. Parce qu'ils ont quelque chose à y gagner. Et là, on change complètement les choses. Et du point de vue de tout ce qui est fait dans l'intergénérationnel, on va complètement, fondamentalement changer les choses. Les vieux ont d'abord besoin d'être des citoyens comme les autres, inclus dans une société qui accepte sa propre mutation. Et il ne faut pas fabriquer des fragiles. On entend beaucoup de choses sur la fragilité en ce moment, ça m'énerve. Des déments, des handicapés, à force de vouloir les dépister. Alors, le dépistage, la folie du dépistage, en ce moment, il faut tout dépister, ou les aider avant le besoin. Non, il faut s'adapter aux besoins des gens. Il faut aller à la rencontre des gens. Travailler à renforcer les stéréotypes positifs, par contre, il faut pouvoir montrer qu'on peut vieillir et avoir quelque chose à faire dans la société. Et faire attention aux attitudes paternalistes qui sont en réalité les plus difficiles à combattre. Alors, vous savez, ce que ça produit, les stéréotypes, c'est la stigmatisation. Ce fait divers, un conducteur âgé de 81 ans a confondu la marche arrière avec la marche avant.
Un enfant de 3 ans se trouve entre la vie et la mort depuis mardi, comme l'a indiqué ce mercredi le parquet de Namur, alors qu'il se promenait avec sa maman dans la rue de Noyer-de-Sazine. Il a été renversé par une voiture. La conductrice, âgée de 81 ans, a confondu une marche arrière avec la marche avant. Elle garait son véhicule à boîte automatique lorsqu'elle a enclenché la marche avant alors qu'elle souhaitait reculer. Le petit garçon a été écrasé entre la voiture et l'octogénaire et la façade d'une habitation. Vu la gravité de son état, il a dû être évacué, etc. Faut-il faire passer un test d'aptitude chez tous les seniors ? Vous voyez, c'est régulièrement. Là, j'ai pris un truc belge pour nous faire rire. Mais c'est en réalité tout le temps en France que ce type de message est véhiculé. En réalité, si vous faites passer un test de conduite sous menace d'un stéréotype, donc sur la figure, de ce côté-là, vous avez la menace, de ce côté-là, vous n'avez pas la menace, et bien, quand il y a une menace de stéréotype, à chaque fois, les gens font plus d'erreurs. Plus d'erreurs en excès de vitesse, plus d'erreurs en passage au rouge, plus d'erreurs de conduite sur le bord de la route. Donc, non. Ce n'est pas une question d'âge. Si on doit faire passer le permis à quelque chose qui est à durée limitée, faisons-le passer pour tout le monde. Si on doit se poser la question de l'état de santé de tous les conducteurs, faisons passer des tests de santé à tous les conducteurs. Et là, on sera dans une société non agiste. Alors, je ne vais quand même pas dire que le vieillissement n'entraîne aucun effet sur la santé. Par exemple, vous avez ce graphique qui est très intéressant. Ça, c'est les performances, notamment dans le 100 mètres des hommes. Vous voyez que, globalement, c'est pas un carré. C'est pas un carré. Il y a bien un maximum. Et puis, il y a quelque chose de plus intéressant, c'est que là, il y a l'échelle du temps, 1800, 1850, 1900, 1950, etc. Vous voyez que l'espérance de vie augmente beaucoup, mais par contre, ça ne bouge pas tant que ça le moment où la performance est maximale. Le vieillissement ne semble pas être un avantage pour l'espèce. D'accord ? On n'a pas été déterminé pour ça. En plus, le vieillissement entraîne souvent l'accumulation de pathologies. Si on regarde le nombre de maladies, vous voyez que ça, c'est 0 maladie, 1 maladie, 2 maladies, etc., jusqu'à plus de 8 maladies. Vous voyez que les plus de 8 maladies, il faut attendre un petit peu de temps pour les voir arriver. Et il y a bien un effet en rapport avec l'âge. Alors, la moyenne chez tout le monde, c'est plus de 2 maladies quand même. Donc, et vous voyez qu'on est souvent qualifié de malade pour les docteurs. C'est Knock. Le bien portant est un malade qui s'ignore. Vous avez déjà 2 maladies dans cette salle à peu près. Mais plus intéressant pour moi, c'est qu'il y a un effet du gradient social. Là, si on regarde le gradient social, le trait rouge, c'est les personnes qui ont le plus de précarité. Le trait noir, c'est ceux qui ont le moins de précarité. Et vous voyez qu'il y a une différence d'à peu près 10 ans dans l'apparition de la multimorbidité. D'accord ? Donc il y a un effet des classes sociales, et c'est notamment vrai pour l'association des maladies physiques et des maladies mentales. Et ça se voit aussi dans la maladie d'Alzheimer. Alors, bonne nouvelle quand même, je tiens à le dire à chaque fois que je passe, parce que j'ai l'impression que ce message a du mal à passer. La maladie d'Alzheimer est actuellement en diminution de prévalence. D'accord ? On a un certain nombre de données qui le démontrent. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, pour tout dire exactement, mais toutes les prédictions des années 90 se révèlent fausses. Il y a 10 ans d'écart entre les deux courbes, et vous voyez que c'est en orange la courbe la plus récente. Vous voyez que dans toutes les catégories d'âge, on a un peu moins de maladies d'Alzheimer que précédemment. Par contre, il y a plus d'effectifs dans chaque catégorie d'âge. D'accord ? Donc, comme il y a plus de personnes concernées, même si le pourcentage diminue, il y a quand même plus de monde atteint par la maladie. Ce n'est pas ça qui est intéressant à regarder. C'est d'une part qu'à 80-84 ans, c'est 10% de patients atteints de problèmes cognitifs. Donc, voilà, encore un stéréotype que je combats, et souvent les gens pensent que c'est beaucoup plus que ça. Et que d'autre part, cette diminution... Ah, zut. Cette diminution, elle est visible uniquement dans la catégorie sociale la plus favorisée. Dans les catégories sociales défavorisées,
on ne voit pas actuellement de diminution de la maladie d'Alzheimer non plus. Donc les inégalités sociales de santé sont un problème bien plus inquiétant pour notre système de santé que le vieillissement. Enfin, se sentir vieux, ça c'est une enquête au Royaume-Uni qui est passionnante. Plus de 6000 personnes ont été enquêtées. On a demandé quel âge elles se sentaient avoir. La réponse la plus fréquente, c'est un âge plus jeune que son âge. D'accord ? C'est la réponse la plus fréquente. Et en moyenne, c'était plus. Enfin, on considère que les gens disent plus jeune que leur âge s'ils disent plus de 3 ans plus jeune que leur âge. On considère qu'ils disent à peu près leur âge s'ils sont dans une fourchette de plus ou moins 3 ans par rapport à leur âge. Et ceux-là, déjà, ont un petit désavantage de mortalité par rapport à ceux qui se disent plus jeunes. Mais le plus intéressant, c'est ceux qui se disent plus vieux, de plus de 3 ans que leur âge. Ceux-là ont un désavantage de mortalité. C'est-à-dire qu'ils meurent plus que ceux qui se disent plus jeunes. Ils meurent plus, et ceci indépendamment de leur état de santé. Indépendamment du fait qu'ils soient déprimés ou pas. Indépendamment de tout le reste. Juste le fait d'avoir une idée de soi comme étant plus vieux de plus de 3 ans produit un facteur de risque de mortalité. C'est mauvais pour la santé. Voilà. Alors, à ce moment de la conférence, je voudrais que vous reteniez que les personnes âgées expérimentent souvent l'association des pathologies, qu'il existe des déterminants essentiels de l'état de santé, y compris dans le grand âge, et que la catégorie socio-professionnelle en est une, et que la lutte contre les inégalités sociales est probablement le meilleur moyen d'adapter notre société au vieillissement. Et pourtant, je n'ai rien vu tel dans la loi d'adaptation de la société sur le vieillissement. Se sentir vieux et les peurs que cela active révèlent en fait plus notre état de santé que notre âge. Alors, est-ce qu'on peut faire quand même quelque chose ? Je suis gériatre. Alors, vous attendez quand même que je vous dise des trucs, quoi. Hein ? Vous vous attendiez un peu à ça quand même, non ? Alors, il faut les abreuver de conseils. Voilà. Alors, vous devez manger plus de ceci, moins de cela, boire beaucoup d'eau, faire de l'exercice, faire partie d'un club, très important. Il faut surveiller ça, il faut prendre ses médicaments, il faut voir son médecin, il faut voir son assistante sociale, il faut faire de la prévention, etc., etc. Vous passez votre vie à votre santé et vous y usez votre santé. Ou alors, on va essayer d'écouter les gens. Laisser du temps pour exprimer les préférences, les centres d'intérêt, aussi les priorités, les fondements de l'identité. Et c'est compliqué, parce que ça va nécessiter des silences plus que des paroles. Ça va nécessiter des espaces, je parle d'espaces aussi temporels pour ça. Vous savez qu'une consultation de gériatrie, par exemple, c'est 1 heure, un nouveau patient. Une consultation de médecine générale en France, c'est 15 minutes. Une consultation aux États-Unis de médecine générale, c'est 6 minutes. Comment on peut faire avec 6 minutes pour avoir le temps d'exprimer qui on est ? Vous voyez ? Donc c'est ça le fond du problème, il est plus dans cette... Ici, il est sensible, vous comprenez le problème là. Vous voyez à quel point cette façon de produire de la santé, de produire du résultat, nous pousse à une espèce de routine langagière, mais qui ne laisse pas d'espace au silence. Et puis insister sur le plaisir, parce que le plaisir, c'est la santé. Le plaisir, c'est la santé. Ça a été démontré dans des journaux très très sérieux, Social Sciences and Medicine, c'est très très sérieux. Le jardinage est bon pour la santé, indépendamment de tout le reste. Les petits-enfants sont plus efficaces que les enfants pour l'adoption par les personnes âgées des nouvelles technologies. Parce que c'est plus efficace de dire « c'est cool, mamie, tu devrais t'y mettre », plutôt que « c'est bon pour ta santé ». Tu devrais faire ça parce que c'est bon pour ta santé, ça va te préserver. Ou alors maintenir une activité sexuelle agréable et spontanée, pas sur prescription. Pas sur prescription. Agréable et spontanée, répondant à un désir, répondant à une façon de vivre. Mais maintenir une activité sexuelle entre 50 et 89 ans est associé à une meilleure santé cognitive, une meilleure mémoire.
Alors en conclusion, j'ai quelques diapos de conclusion. Ce que nous pensons du vieillissement et du regard que nous portons sur les vieux qui nous entourent, parce que bien sûr, le vieux, c'est toujours l'autre, et ce que ça dit de notre peur définit assez bien notre santé actuelle et future. Il faut agir sur nos représentations et nos stéréotypes, et c'est possible, en augmentant nos stéréotypes positifs. Nous avons besoin de nos vieux. La société actuelle a besoin d'être inclusive de tout le monde, les jeunes comme les vieux. Il faut arrêter de parler de 3e, 4e, 5e âge. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On est dans une société qui a complètement changé, une société de tous les âges, une société de la connaissance. Les stéréotypes agistes sont les plus forts déterminants des stigmatisations actuellement et sont globalement très acceptés alors qu'ils sont inacceptables. Ces stéréotypes influencent de façon majeure la santé globale des personnes vieillissantes. Vous pouvez, pour ceux d'entre vous qui vous reconnaissez déjà dans la catégorie des personnes âgées, vous mobiliser. Et je vais vous parler d'une association qui s'appelle Hold Up. Ça ne s'écrit pas avec un H. Hold Up, elle existe à Paris pour le moment, cette association. Mais elle véhicule cette façon-là de penser, cette façon de se dire on a notre place dans la société. Alors, je ne sais pas, il y aura peut-être une association Hold Up en Bretagne. En tout cas, je vous donnerai, sur ma dernière diapositive, les moyens de contacter la présidente de l'association. Elle cherche des relais pour la Bretagne. Donc, le problème du vieillissement n'est pas seulement de combattre un processus biologique, mais plutôt de permettre que cette expérience probablement inéluctable se passe le plus sereinement possible. Et répondre aux enjeux démographiques et épidémiologiques demande une modification en profondeur de notre société. Et on agite trop souvent ce vieillissement comme une espèce de drapeau rouge ou de menace. On parle de vague grise ou ce genre de choses. Ça m'énerve. Voilà. Ça nécessite une volonté politique continue et inclusive. Prenez du plaisir, mais à tout âge. Il y a parmi vous des gens qui sont relativement jeunes, à tout âge. Prenez du plaisir. Goûtez au plaisir de vieillir. Parce que vieillir, c'est quand même encore le meilleur moyen qu'on a de rester en vie, hein, globalement. Prenez du plaisir, goûtez au plaisir de vous faire du bien. C'est la meilleure façon de rester en santé. Je voulais finir donc avec deux messages. L'un, donc pour vous entraîner, si vous le souhaitez, à prendre contact avec Madame Marie-Françoise Fuchs, qui est donc présidente de l'association Hold Up. Et l'autre, c'est l'image de Willy Ronis. Willy Ronis, c'est un bon photographe, certains d'entre vous connaissent bien sans doute. Et cette photo, il la prend depuis son premier saut en parapente à l'âge de 82 ans. Et vous voyez qu'il y a deux skis qui ne sont pas les mêmes. Parce qu'en fait, il y a son ski et puis le ski de la personne qui l'accompagne. Et moi, je trouve que cette photo, elle est super belle à cause de ça. Aussi de ce mélange des deux skis, qui dit quelque chose justement du lien qu'on a à construire en fait au travers de tous les âges. Je vous remercie. Ah, je sais pas vous, professeur Lobel, mais alors moi, je suis gonflée à bloc là ce soir. Hein. Waouh, j'aimerais bien être votre grand-mère. Oh, c'est vrai, franchement. Malheureusement, je n'en ai plus. Ah oui, mais c'est vrai. Non, la pensée positive, l'importance des mots, tout ça, ça fait du bien à entendre. Ce que je me dis, c'est pourquoi est-ce qu'on n'entend pas plus souvent ce discours alors ? Mais justement parce que le stéréotype le plus répandu, c'est que vieillir est horrible. Et ça date, voilà, Buffon, 1749. On est dans cette peur-là
parce qu'elle nous rapproche de la mort aussi. Et clairement, avoir peur de la mort, c'est plutôt un bon signe. Clairement, c'est plutôt signe qu'on a quelque chose à protéger. Mais il faut aussi combattre ça. Voilà. Et je pense que l'idée, c'est d'équilibrer les représentations. Et à l'heure actuelle, elles sont tellement déséquilibrées que il faut juste revenir dans un autre sens. Et puis, ne pas tomber dans le jeunisme, parce que j'ai parlé de l'agisme, mais l'autre pendant du truc, c'est le jeunisme, c'est-à-dire qu'il faut être jeune. Donc, il faut être comme ça, parce que c'est voilà. Alors, je vais poser ma question différemment. Êtes-vous nombreux à avoir ce discours dans votre spécialité, et avez-vous l'impression d'être entendu de ceux qui pourraient faire vraiment bouger les choses? C'est notre affaire à nous, à tout à chacun. Je suis d'accord. Je pense que c'est ce que vous allez me répondre, voilà. Je pense. Je suis pas mainstream, non. Je suis pas le courant le plus fréquent dans ma spécialité. Par contre. Donc moi j'ai un parcours académique en sciences humaines et sociales, et en sciences humaines et sociales, oui, on est très nombreux à penser de cette façon-là. Dans Gérontologie et Société, vous verrez, les articles sont de ce tenant-là. Alors c'est sûr qu'en médecine, il y en a quelques-uns quand même, mais on n'est pas très nombreux, parce que c'est plus simple d'être dans la technique. C'est plus simple d'avoir quelque chose à proposer, de technique, de une prescription. Alors que parce qu'on va quand même dans le sens inverse. Quand vous parliez du transhumanisme, c'est très inquiétant, cet homme augmenté, réparé, rafistolé. Moi, ça m'inquiète pas. Je pense qu'ils ont tort. Donc, je suis pas inquiet. Je pense que je suis inquiet pour eux. Je suis inquiet pour ces personnes qui pensent que l'homme a besoin fondamentalement d'être réparé parce que fondamentalement c'est une machine qui marche mal. Moi, je préfère partir du principe qu'on a un corps qui est splendide, quelque chose d'absolument étonnant, parce qu'on a du mal quand même à rappeler qu'au départ, on est 2 cellules. Au tout départ. Je ne sais pas si vous vous rappelez de vos cours de 3e, pour ceux qui ont été en 3e. Mais 2 cellules, c'est con. À regarder comme ça, ces 2 petits ballons, ça ne fait pas grand-chose, ça n'a pas beaucoup d'allure. Et à la fin, on est un corps avec un cœur qui bat tout seul, des muscles, des articulations, des yeux, c'est fabuleux les yeux, des oreilles, un cerveau qui traite tout ça, des cheveux, c'est incroyable des cheveux. Enfin, c'est étonnant, on a du mal à prendre juste le goût de tout ça. Et c'est ça de voir ça comme fondamentalement un truc qui marche mal et qu'il faudrait d'abord s'occuper de se réparer, de machin, etc. Je trouve que fondamentalement ça marche pas leur affaire. Dans cet esprit-là, on recevra bientôt, la saison prochaine, le professeur Boudjema, que vous connaissez bien aussi, qui nous parlera des petits secrets de l'appareil digestif. Et j'ai déjà entendu cette conférence, et c'est vrai que sorti de cette conférence, on se dit mais cette machine, elle est fabuleuse, quoi. Voilà. Bon, allez, j'arrête. On vous donne la parole. Vous avez des questions? Vous nous faites signe, on vous donne le micro. Tout là-haut. Voilà, tout là-haut. Où êtes-vous? Ah oui, pardon. Voilà, monsieur. Merci. Bonsoir. Je voudrais, professeur, vous chatouiller sur l'aspect scientifique d'un de vos propos. Ne vous méprenez pas, j'ai adoré votre conférence. Au-delà du contenu, j'y ai trouvé l'alternance d'informations, d'illustrations et d'humour qui me convient dans la démonstration idéale. D'ailleurs, si je superpose votre vision du vieillissement et le contenu de vos propos, si ça se trouve, vous allez être vous-même le premier homme à dépasser 130 ans, puisque vous avez vous-même vos propres ingrédients. Alors, je reviens sur la partie scientifique. Je voudrais faire un petit préalable. J'ai une conscience qui est peut-être fausse du fait que la conscience humaine peut identifier d'une façon impalpable son propre fonctionnement. J'observe qu'il y a des femmes qui savent qu'elles sont enceintes bien plus tôt que d'autres. Il y a des personnes qui savent qu'elles sont en incubation d'une maladie, qui le pressentent avant même que ce soit déclaré.
certaines personnes ont des consciences de choses qui leur arrivent. Si vous me direz si vous l'observez aussi ou si ça vous paraît complètement farfelu. Je reviens à votre démonstration du fait que quand des personnes s'imaginent plus âgées qu'elles ne le sont réellement ou se sentent plus âgées, vous observez que ces personnes-là vont avoir une candidature au décès plus précoce, si j'ose dire. Comment faites-vous pour vous convaincre qu'à l'inverse, ce n'est pas la personne qui est déjà en situation légèrement plus avancée de sa dégradation qui en conçoit une certaine conscience et qui fait qu'elle se voit plus vieille qu'elle n'est? J'aimerais que vous m'aidiez à me convaincre du sens de cette démonstration. C'est ce que m'a dit à l'oreille le professeur Lobel pendant la conférence aussi. Merci, monsieur. Merci. Alors, 2 questions, donc, parce que vous en avez posé 2, au moins. Donc, la première, sur la conscience ou la préconscience, je dirais, ça me séduit comme idée. J'aurais tendance à y apporter du crédit, mais il n'y a pas d'argument scientifique réellement convaincant de l'existence de cette préconscience. Et même, on a des études négatives en psychologie, notamment sur la grossesse, l'état de grossesse. Voilà. Donc il y a eu une étude, d'ailleurs faite à Rennes, qui a donné lieu à une thèse de médecine où j'étais dans le jury, donc c'est pour ça que je connais relativement bien la question. Et effectivement, donc ça n'a pas marché, et il y a un certain nombre d'études comme ça qui n'ont pas marché. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut dire qu'on n'a pas eu encore l'occasion de démontrer que ça existait. En tout cas, c'est pas quelque chose de très gros si ça existe, mais ça peut peut-être quand même exister. La deuxième partie de la question, c'est d'une étude de cohorte, donc ça ne donne pas de sens, je dirais, causal à la liaison. D'accord ? Donc on ne peut pas absolument déterminer que le fait de dire qu'on est plus vieux que son âge entraîne la mortalité. Néanmoins, c'est une étude de cohorte sur un gros effectif, 6000 personnes, et ça nous permet de contrôler pour un grand nombre de cofacteurs. C'est-à-dire qu'on a pris les personnes déprimées. Il y a des personnes déprimées qui se disent plus jeunes, il y a des personnes déprimées qui se disent pareillement du même âge, et des personnes qui se disent déprimées plus vieilles. On prend le même niveau de dépression parce qu'on leur a fait passer des échelles, et on ne trouve pas que ça ait une influence. On a pris donc un certain nombre d'autres facteurs, état de santé, etc. Et rien de ce qu'on a mesuré n'a permis d'éliminer l'association entre le fait de se dire plus vieux et la mortalité. Donc voilà, après, il faudrait pouvoir... C'est une étude de cohorte et rétrospective. Il faudrait faire une étude prospective et probablement, en plus, agir sur ces représentations pour pouvoir être sûr de l'aspect causal. Mais on en est à peu près au même niveau que dans les années 80-90. Moi, quand j'ai commencé médecine, c'était notre niveau de connaissance sur le lien entre le tabac et le cancer. Voilà. Une autre question ? Oui, monsieur. Bonsoir. Vous avez été convaincant non seulement sur les conseils à prodiguer, mais également au niveau biologique, puisque vous nous avez dit que le vieillissement n'était pas spécialement dû à un ralentissement de la fonction cardiaque ou même à une atténuation, une réduction des fonctions intellectuelles. Alors cependant, au fond des choses, est-ce que vous pensez que le vieillissement résulte prioritairement d'une dégradation du métabolisme général, ou alors plutôt serait en liaison avec une réduction de la production des hormones de croissance de l'hypophyse, notamment la DHEA, ou bien des glandes surrénales? Aucune de ces hypothèses ne me convainc. Fondamentalement, je vais essayer d'être très rapide pour que tout le monde puisse suivre. Ce n'est pas forcément des questions simples, les questions du biologie du vieillissement. Je pense que le vieillissement est lié à un dépassement de notre appareil de réparation. En réalité,
notre corps doit faire face à un choix d'allocation d'une ressource rare. Généralement, vous savez ce que c'est une ressource rare. Des sous, par exemple. Vous savez que quand vous avez peu de sous et que vous devez les attribuer à quelque chose, vous allez faire des priorités. Les sous de nos cellules, les sous de notre corps, les sous de notre organisme, c'est l'énergie. Et on a une quantité limitée d'énergie. On doit faire face donc à une allocation d'énergie dans différents domaines. Et il y a la thermogénèse, c'est-à-dire le fait de rester à la même température, il y a la gestion de l'alimentation, il y a la gestion de la reproduction, etc. Il y a plein de choses à faire avec cette énergie. Et donc il n'y a qu'une faible part de cette énergie qui est mise sur la réparation. Pourquoi une faible part ? Parce qu'en réalité, dans les conditions naturelles, l'être humain, comme tous les autres animaux, sont éliminés avant de faire face aux conséquences de ce choix-là, qui est la sénescence. Et en réalité, normalement, si on n'est pas protégé, on meurt de prédation, d'accidents, etc. Il y a des ours qui nous mangeaient avant, beaucoup. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas, mais voilà. Donc on s'est protégé, et du coup, on voit les conséquences de cette allocation de la ressource rare. Et donc c'est alors, tout ce que je dis est fondamentalement de l'hypothèse. C'est intéressant de voir ça d'ailleurs. C'est que même à ce stade-là de la recherche, on est à des stades assez élevés de la biologie cellulaire, etc., on a relativement peu de données absolument exemptes d'hypothèses. D'accord ? Mais voilà, l'hypothèse à laquelle j'adhère, moi, l'hypothèse notamment de l'école de Kirkwood au Royaume-Uni, c'est de penser que le vieillissement au niveau cellulaire et organique est principalement médié par le dépassement de nos systèmes de réparation, et dont les conséquences peuvent être les variations hormonales dont vous parliez, etc. Une autre question, si vous avez une question là-haut, il n'y a pas de micro, mais si vous parlez fort, on vous entendra. Donc n'hésitez pas. Alors, moi j'étais très impressionné évidemment par ce que tu as dit, c'est extrêmement humaniste et optimiste, mais il y a quand même quelques biais. Alors ça me fait penser au type qui va prendre sa retraite, et alors avant la retraite, il dit mais c'est formidable, alors je vais aller au cinéma tous les jours, je vais vers des musées tous les jours, et je vais, voilà. Et puis, quand il arrive à la retraite, quand il a fait un certain nombre de cinémas et de musées, il se dit c'est quand même pas formidable, et qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Ça me fait penser aussi à cette histoire belge qui racontait que on avait constaté sur les trains belges que c'était surtout dans les derniers wagons qu'il y avait le plus de morts quand il y avait un accident. Et donc, on supprimerait les derniers wagons. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y avait deux biais. Le premier, c'était celui où tu disais, c'est vrai, les dépenses de santé pour les gens âgés n'ont augmenté que de très peu par rapport au coût de la santé actuel. Hein, tu étais 50% et 3%. Mais ce que tu as oublié de dire quand même, c'est que dans les 10 dernières années de la vie, c'est 80% des dépenses de santé par rapport aux 20% pour tout le reste de la vie. Donc la masse financière de fin de vie est considérable. Mais ce, à tout âge. Hein ? Mais ce, à tout âge. À tout âge. Et même la dernière année de vie coûte plus cher à 40 ans qu'à 90 ans. D'accord ? Ah oui. Si on meurt à 40 ans, en réalité, il y a plus de dépenses dans la dernière année de vie à 40 ans qu'à 90 ans. Donc il faut supprimer les dernières années, voilà. Mais... Non, alors, je vais aller plus loin là-dessus. C'est intéressant cette question-là parce que, par contre, effectivement, les personnes âgées sont plus fréquemment que d'autres exposées au décès. Donc, fatalement, dans leur dernière année de vie, il va y avoir aussi cette dépense. Donc, on pourrait se dire, finalement, cette dépense est futile puisque c'est la dernière année de vie. Et en réalité, pas du tout, parce que ce qui est montré, c'est qu'en réalité, cette dépense, elle est à peu près la même après quel que soit l'âge. Par contre, la dépense
en réalité de l'état de santé préexistant, c'est-à-dire de l'avant-dernière et des années avant, elle va en augmentant parce qu'il y a plus de maladies. Donc c'est plus là où on sent je dirais les dépenses. Par contre, les dépenses de santé totales pour les personnes de plus de 85 ans sont égales aux dépenses de santé totales des personnes de moins de 10 ans. J'ai jamais entendu parler qu'on dépensait trop d'argent pour les personnes de moins de 10 ans. Absolument. La deuxième chose que je voulais dire, et j'aurais terminé là, c'est tu as parlé de... Ah ben non, j'ai oublié. Est-ce que c'est grave, ça? Mais non, c'est pas l'âge. C'est pas grave. Tu vois, c'est une perte de mémoire. Alors, il parle, lui, comme si tout allait bien. Et ce que tu vois quand tu es médecin, c'est que quand même, il y a une très grande inégalité entre les gens. Et quand tu te lèves le matin avec des douleurs dans le dos, avec des difficultés justement de mémoire, avec des choses, c'est beaucoup moins facile de rester positif que quand tout va bien. Et j'ai vu des gens de 85 ans, minces, faisant du sport, du tennis au meilleur niveau, seniors, je crois qu'on a parlé des seniors, et qui sont formidables. Et ceux-là se sentent évidemment, quand tu leur demandes, beaucoup moins âgés que leur âge. À l'inverse, quand tu as des difficultés pour voir, des difficultés pour entendre, terrible, des difficultés de douleur, ben c'est sûr que tu te sens beaucoup plus âgé que tu n'es. Et c'est ces gens-là, avec en plus leur pathologie cardiovasculaire, qui meurent plus vite. Alors, dans l'étude en question, ils avaient le même type de douleur dans les 3 groupes. Mais je ne suis pas du tout un idéaliste. Moi, je suis gériatre. Hein. Les personnes âgées dont je m'occupe, elles sont vraiment malades. Mais vraiment malades. D'accord ? Je m'occupe d'une maison de retraite. Je m'occupe d'une unité de soins de longue durée, avec des personnes en soins palliatifs. Je m'occupe d'un service de gériatrie aiguë, où les gens viennent aux urgences et sont hospitalisés dans mon service. Beaucoup ont des troubles du comportement, des troubles de la mémoire. Beaucoup sont en perte d'autonomie, beaucoup ne peuvent plus marcher. Donc je ne suis pas du tout à l'ouest. Je sais exactement. Si, à Rennes quand même. Hein. Mais pas plus. Je sais exactement ce dont les personnes âgées peuvent souffrir. Sauf que, à aucun moment, je ne relie ça uniquement à leur âge, mais à des maladies qu'il est de mon devoir d'identifier en tant que médecin pour pouvoir éventuellement leur proposer le traitement adapté, d'une part. Et d'autre part, quel que soit l'état, je dirais, fonctionnel du corps, quel que soit même l'état de mémoire du corps, se dire qu'il y a là quelqu'un qu'il est important de rencontrer. Parce que bien sûr, c'est nos patients qui nous forment. Moi, c'est une vieille patiente qui m'a formé beaucoup à ça. J'ai commencé à la suivre, elle avait 99 ans. Elle est venue me voir et elle avait un problème de hanche. Elle n'arrivait plus à marcher du tout. Puis son médecin généraliste lui avait dit elle a 99 ans. Et puis je lui fais une radio, je découvre une ostéonécrose de la tête fémorale. Donc, toi, ça te parle, c'est un problème, peu importe. Il y a quelque chose à faire. On peut faire une opération. J'essaye de convaincre l'orthopédiste. Pas simple. J'y arrive. J'essaye de convaincre l'anesthésiste. Pas simple. J'y arrive aussi. Et la famille ? La famille, aucun problème. Bon. Parce que de toute façon, elle leur laissait pas le... C'était elle qui commandait. Ça déjà. Voilà. Et donc, elle arrive au bloc opératoire, elle se fait opérer. Ça a été magnifique. 3 mois de rééducation, elle remarche et tout. J'étais fier de moi. Elle revient me voir, elle se plaignait tout le temps. Docteur, à chaque fois que je la voyais, docteur, depuis la dernière fois, j'ai pris 20 ans. Alors, vous savez, comme je la voyais tous les 6 mois, ça lui faisait un certain âge. Prendre 20 ans, 99 ans. J'ai quitté l'hôpital européen Georges Pompidou en 2012, elle avait 107 ans, elle était encore en vie.
Je ne sais pas si elle est toujours en vie aujourd'hui. Mais elle m'a appris quelque chose, c'est quand elle a passé 100 ans, elle m'a dit, mais de toute façon, docteur, vous ne pouvez pas me comprendre, moi j'ai plus de 100 ans. Voilà, elle faisait partie d'une caste dont j'étais exclu. C'était l'inverse, c'était moi qui étais exclu de sa caste. Et quelque part, elle m'a enseigné quelque chose qui est que les personnes... Elle avait cette vitalité qui n'était pas toujours facile à vivre. C'était une voilà, mais regarder dans l'autre la possibilité qu'il ait quelque chose à nous apprendre, et ce, quel que soit son état fonctionnel, même si des fois il déconne un peu de la tête. Aller vers lui en se disant, il a quelque chose à me dire. Et moi, enfin, voilà, je m'occupe de personnes qui ont beaucoup de mes patients ont des troubles cognitifs, mais je suis toujours intéressé quand je leur demande quelle était leur profession d'avant. Pas seulement sur le fait qu'ils s'en rappellent ou pas, mais ce qu'ils vont me dire m'intéresse. Voilà. Et je trouve que c'est ça qu'il faut reconstruire. Il y a encore une question ? Monsieur. Voilà. Bonsoir, merci de la conférence passionnante. J'ai appris que dans certains les gènes, maintenant, on a découvert qu'il y avait des télomères qui seraient peut-être un facteur de longévité, c'est-à-dire que on a un certain taux de télomères par rapport à nos gènes, et qu'au fil du temps, finalement, nos télomères finissent par s'user. Je ne sais de quelle façon, mais bon, on en perd au cours de l'âge, quoi. Oui. Il y aurait presque besoin de faire une conférence rien que sur les mécanismes génétiques et biologiques du vieillissement. Alors, je vais parler un tout petit peu des télomères. Donc, les télomères, c'est devenu fameux à cause de Dolly. Vous vous rappelez de Dolly, hein, la petite brebis qu'on a clonée. Et puis, à peine clonée, toute petite, elle se met à avoir de l'arthrose. Et d'autres maladies qu'habituellement on ne voit pas chez des jeunes brebis. Donc on s'est occupé de savoir qu'est-ce qui s'était produit. Et une des hypothèses était de penser que comme la cellule souche était une cellule déjà mature, elle avait vécu un certain nombre de divisions, et du coup elle partait pas de zéro. Elle partait à un certain âge de vie, entre guillemets, un certain nombre de divisions. Et effectivement, nos cellules sont capables de compter leur nombre de divisions par la taille des télomères. Alors les télomères, c'est quoi ? C'est des bouts de gènes, des bouts d'ADN au bout de nos chromosomes qui sont mal copiés à chaque division cellulaire. Donc à chaque fois qu'on la cellule se divise, elle copie mal le bout. D'accord ? Donc au fur et à mesure, ça s'érode. Comme ça, la taille des télomères diminue. Alors, sauf dans certaines cellules où il y a une enzyme qui est activée, qui s'appelle la télomérase, qui remet les petits bouts. D'accord ? Et c'est comme ça qu'on a des cellules, entre guillemets, immortelles. Par exemple, des cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses sont des cellules immortelles parce qu'elles ont activé la télomérase et elles remettent des bouts de chromosomes au bout. Sauf que les cellules cancéreuses, vous savez aussi qu'elles ne savent plus rien faire. D'accord ? Alors, elles savent bien se diviser, elles allouent toute leur énergie à la division, à la réparation, sauf qu'elles ne savent plus faire ce pourquoi elles devraient être faites. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on meurt des cancers. D'accord ? Il y a des cellules qui sont en culture, les cellules HeLa, qui sont en culture depuis 1950. Mais la personne Henriette Lac, dont il s'agit, elle est morte en 1950. C'était une jeune femme de 31 ans qui est morte en 1950. Alors, ces cellules sont toujours en vie, mais elle n'est pas là, quoi. D'accord ? Donc, imaginez les phénomènes cellulaires comme expliquant l'organisme, c'est un petit peu simpliste, quoi. La taille des télomères est bien plus expliquée par l'exposition aux toxiques que par le nombre de divisions cellulaires. Donc vous voyez, c'est compliqué, quoi, parce qu'en fait, en réalité, ça joue, l'exposition au soleil joue aussi. Enfin, il y a plein de choses qui jouent et on revient au problème des inégalités sociales. C'est un facteur. Voilà, la taille des télomères est un facteur qui explique le vieillissement. Est-ce que c'est le facteur qui explique le vieillissement ? Je ne le crois pas. À nouveau, je pense qu'on est dans un phénomène complexe et multifactoriel. Ah oui, pardon. À partir
partir de quel âge les études scientifiques sur la vieillesse sont-elles faites? C'est-à-dire à partir de quel âge on considère chez les scientifiques que l'être humain est vieux? Ça me rappelle une question qui avait été posée au début. Vous n'aviez pas voulu répondre. Alors, il y a deux choses différentes. La question est bien plus factuelle, on peut y répondre. La question à quel âge devient-on vieux, je refuse d'y répondre. Mais à partir de quel âge en réalité, à l'heure actuelle, les bonnes études ne prennent plus de barrière d'âge, mais considèrent l'âge comme une variable continue et regardent ce qui se passe en fonction de l'âge, plutôt que de dire à cet âge-là, on va comparer les gens avant et après. Parce que par exemple, si on prend l'âge de 60 ans et qu'on compare les gens de 59 ans aux gens de 61 ans, honnêtement, c'est un peu débile. D'accord. Donc, quand on fait des barrières d'âge comme ça, elles sont généralement pas très sérieuses. Alors, beaucoup de nos études sur le vieillissement se basaient jusque-là sur des études qui considéraient l'âge supérieur à 50, 60, quelques-unes au-delà, mais 50 et 60 sont des âges un peu charnières, on va dire. Il y a de plus en plus d'études qui s'intéressent au vieillissement avant, notamment qu'est-ce qui se passe entre 20 et 30 ans en termes de vieillissement, parce qu'en réalité, on vieillit dès notre première division cellulaire. Donc, ça fait un bout de temps. Voilà. Voilà, alors une dernière question. Monsieur Monniot. Oui, bonsoir. C'est une remarque qui ne retire rien du tout à l'intérêt de votre approche positive. Mais vous remarquez donc, et vous faites passer le message, qu'à côté des désavantages sur lesquels on insiste toujours, il y a des avantages, mais il y a une différence de nature entre les deux. C'est-à-dire que le désavantage, il est individuel, et l'avantage, il est social ou sociétal. C'est-à-dire que le vieux se sent baissé en performance, donc désavantage, mais avantage, il a l'expérience, il s'occupe des petits-enfants, etc., qui sont des avantages sociaux ou sociétaux. Votre remarque est intéressante. Je pense que les remarques, moi, personnellement, j'ai du mal à considérer qu'une personne peut être indépendante de la société qui l'entoure. Donc, j'ai du mal à rentrer dans cette dualité que vous faites. Mais parce qu'une performance, par exemple, individuelle, est une performance collective. Sinon, personne ne s'intéresserait aux 100 mètres. Voilà. Et inversement, l'expérience est aussi quelque chose qui, individuellement, nous soutient, nous porte. On sait sa valeur aussi. On connaît sa valeur à soi aussi venant de l'expérience. Et on voit bien que certaines personnes âgées tiennent à cette valeur-là. Et justement en font un fil conducteur de leur existence. Et du coup, c'est un avantage personnel et individuel. Donc je trouve que vous avez raison sur l'aspect collectif des marqueurs que je prends. Effectivement, collectivement, il y a plus d'indicateurs un peu plus collectifs dans les avantages et probablement un peu plus d'indicateurs un peu plus individuels dans les désavantages. Mais néanmoins, les barrières sont floues et me paraissent plus sujettes à discussion. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a Dany Laferrière, qui est donc écrivain haïtien et académicien maintenant, puisqu'il est à l'Académie française, dit « Les vieux sont comme des marathoniens. On devrait les applaudir. » C'est bien, non ? Oui, je trouve. Il y a aussi Le Chat qui dit les vieux sont seulement des jeunes qui sont jeunes depuis plus longtemps. C'est très joli. Voilà. C'est Le Chat de Guéluc ? Oui. Ah oui, super. Ça, c'est formidable aussi. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que cette
conférence a été enregistrée. Donc, dès que vous avez une petite baisse de forme, un petit coup de cafard, voilà, eh ben, vous allez sur le site de l'Espace des Sciences, vous pourrez revoir la conférence. Elle sera aussi rediffusée sur TVR 35 le jeudi, le vendredi et le dimanche, je crois. Je ne sais plus, je ne me rappelle jamais les horaires, mais n'hésitez pas à la regarder, ça vous fera du bien pour le moral. Et je remercie d'ailleurs toute l'équipe vidéo qui est ici, dont Gwendal qui est derrière sa caméra, et puis l'équipe qui est cachée en régie. Merci aussi aux personnes de la régie des Champs Libres, et surtout, un grand merci à vous, professeur Somme, pour cette très belle conférence qui nous a appris beaucoup de choses, notre manière de regarder le vieillissement. Merci à vous de m'avoir invité. Et un grand merci au professeur Lobel. Bonsoir à tous. Ah, je vois que l'affiche n'est pas mise. Donc la semaine prochaine, nous parlerons d'un sujet scientifique avec François Bondu, les ondes gravitationnelles, un nouveau messager des étoiles. Ça va être une conférence très intéressante aussi. Merci, bonsoir.